La saison 98-99 de Giovanni sera marquée par trois choses. La première, c'est qu'il va perdre sa place de titulaire au Barça, à mesure que Van Gaal ramène des Néerlandais dans l'équipe. La seconde, c'est cette action assez improbable contre la Real Sociedad avec Sonny Anderson, où après une passe de ce dernier, Giovanni ne va pas marquer dans le but vide, mais va se permettre d'attendre le retour du défenseur pour le dribbler. Anderson va récupérer le ballon après son dribble, mettre un petit pont au gardien qui était revenu, avant de finir par un coup du foulard. Et la dernière, ce sera cette attaque contre Roberto Carlos dans la presse catalane. Réponse de Roberto Carlos. Le mondial 98 a laissé des traces, et pas que pour ces deux-là. Revenons 2 mois plus tôt avec l'équipe du Brésil. Alors, je précise quelque chose, je voudrais pas que vous pensiez que cette série a pour but de montrer que tous les problèmes justifient la défaite en finale. Certains problèmes sont inhérents à tout groupe de foot, comme le problème Giovanni, et ne peut pas servir d'excuse. Mais d'autres problèmes permettent de mieux comprendre leur défaite. Les festivités se poursuivent au Stade de France et un événement surréaliste va se passer dans la tribune de presse. Les journalistes et commentateurs de chaque pays reçoivent la feuille de match des deux équipes, et en lisant celle du Brésil, il y a un énorme problème. En fait, les deux 11 sont conformes à ce qui était attendu, à une exception près et non des moindres. L'attaque du Brésil est composée de Bebeto et Edmundo. Pas de Ronaldo d'entrée qui se retrouve sur le banc. Le meilleur attaquant du monde et ballon d'or en titre ne débute pas le match le plus important du football professionnel. C'est quoi ce délire? Alors, il faut bien se rendre compte qu'on est dans l'ère pré-internet, hein, et si aujourd'hui, vous savez dans les 10 minutes qu'un joueur s'est blessé avec un flacon de parfum, à l'époque les choses étaient différentes. Certes, les journalistes étaient plus proches des joueurs parce qu'ils pouvaient séjourner dans le même hôtel, et par exemple pour le Brésil, en 98 c'était le cas, mais aucune information concernant Ronaldo n'est sortie avant la feuille de match. C'est donc une énorme surprise. Donc que font les commentateurs et journalistes? Ils demandent aux autres autour d'eux s'ils ont la même feuille de match sans Ronaldo titulaire ou si c'est une erreur. Et ils se rendent tous compte que Ronaldo n'est pas dans le 11. Pas de Ronaldo et pas d'information. Personne ne sait pourquoi Ronaldo n'est pas dans le 11. Donc c'est la panique parce que tu vas devoir expliquer ça aux téléspectateurs, mais tu n'as aucune information supplémentaire. D'ailleurs, cette information va arriver aux oreilles de l'équipe de France, mais de leur côté, on pense que c'est de l'intox. Dans le staff des Bleus, on veut pas perturber la concentration des joueurs, et on décide de faire comme si ça n'existait pas et que Ronaldo sera sur la pelouse du Stade de France. Tout comme il était présent sur cette même pelouse lors du match d'ouverture contre l'Écosse un mois plus tôt. Il attendait ce match avec confiance et impatience, même si son équipe avait connu une préparation faite de haut et de bas où il n'avait pas marqué le moindre but. La liste est donc faite, et maintenant Zagallo doit donc s'attaquer à préparer son 11 de départ qui doit démarrer contre l'Écosse. Zagallo a déjà décidé que son Brésil jouera à 2 attaquants, ça il est inflexible là-dessus, et que le remplaçant de Romario serait Bebeto. Et ce choix l'oppose une fois de plus à la presse brésilienne qui veut voir jouer Denilson titulaire, exempté de tâches défensives et pas Bebeto. Ensuite, s'il a des certitudes sur la défense, l'attaque et les milieux défensifs, il en a nettement moins concernant les milieux offensifs qui vont accompagner cette équipe. Il était moins convaincu par l'apport de Leonardo et il avait fini par le déclasser. Lors des 2 derniers matchs amicaux du Brésil avant la liste définitive, Zagallo a tenté des choses au milieu de terrain. Contre l'Allemagne, si César Sampaio a conforté sa place aux côtés de Dunga par son activité et son jeu de tête, les milieux offensifs Denilson et Rivaldo ne se sont pas montrés sous leurs meilleurs joueurs. Finalement, c'est Sampaio qui va marquer. Et Ronaldo sur une passe décisive de Roberto Carlos. Contre l'Argentine, Zagallo a tenté de relancer Rai, qui avait bien fini la saison avec le PSG, en l'associant à Denilson.
Si le futur joueur du Betis a tenté sans vraiment réussir, Raí n'a absolument rien apporté et est sorti sous la bronca du public brésilien. Meio de campo, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Para a entrada de Leonardo. Leonardo é mais jogador a realizar o sonho de jogar no Maracanã. Le Brésil s'est finalement incliné 0-1. Zagallo a quasiment son équipe type. Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, Sampaio et devant Bebeto Ronaldo. Mais pour les milieux offensifs, ce n'est toujours pas clair. Zagallo recherchait des milieux qui puissent servir les attaquants, tenir le ballon et assurer les tâches défensives. Alors, contre Andorre, il va opter pour l'association Rivaldo-Giovanni, coéquipier à Barcelone, ce dernier ayant les faveurs de la presse et de Zico. Et c'est ici que démarre le feuilleton Giovanni. Giovanni était sur la pente ascendante depuis quelques années. Meilleur joueur du championnat brésilien en 1996 avec Santos, et quand tu brilles avec le club de Pelé, t'as tout de suite une exposition des blessures au Brésil, il avait inscrit 60 buts en 79 matchs. Et quand je vous dis ces stats, sans même connaître ce joueur, ce qui va vous venir en tête c'est ça c'est un profil de milieu offensif buteur. Et là vous commencez déjà à toucher du doigt le problème que va rencontrer Giovanni en tant que milieu offensif associé à Rivaldo. Giovanni, qui mesure 1m90, n'était pas réputé pour être un grand passeur. Il était un créateur et un chasseur de but grâce à ses projections, sa technique de frappe et son jeu de tête. C'était un joueur qui avait besoin de liberté sur le terrain, ce qui en faisait un bon milieu offensif central s'il était exempté de tâches défensives, et ça en faisait aussi un bon avant-centre. D'ailleurs, il avait été approché par le Barça, dans le cas où les discussions avec le PSV échouaient dans la quête de recruter Ronaldo. Finalement, le Barça a eu Ronaldo, mais a tout de même engagé Giovanni. Et si des rumeurs de rivalité entre les deux vont apparaître dans la presse, sur le terrain il en sera tout autre. Ronaldo appréciant de jouer avec Giovanni. La saison suivante, Ronaldo est parti et a été remplacé par Sonny Anderson. Et Rivaldo est arrivé également. Rivaldo jouait à gauche dans le système de Van Gaal. Giovanni jouait milieu central aux côtés de Luis Enrique, qui avait un gros volume de jeu. Luis Enrique était devant, derrière, sur les côtés, il a joué tous les postes. Donc, bien que Luis Enrique se projetait aussi, et il va marquer 18 buts dans le championnat, le fait qu'il soit travailleur et que le Barça fonctionne avec un système de pressing compensait le fait que Giovanni n'excellait pas dans le jeu sans ballon. C'est d'ailleurs quelque chose qui va vite agacer Van Gaal. Malgré tout, en 87-98, il avait marqué 18 buts toutes compétitions confondues et avait créé la polémique lors d'un classico, à l'image de Ronaldo l'année d'avant. Il était dans les petits papiers de Zagallo, mais pas en tant que premier choix. Zagallo le voyait d'ailleurs plutôt comme une solution de dépannage en attaque. Giovanni n'avait pas été convoqué contre l'Argentine et avait peu joué dernièrement avec le Brésil, mais il avait les faveurs de Zico. Donc quand Juninho a été évincé, le choix s'est porté sur Giovanni qui jouait avec Rivaldo et avait joué avec Ronaldo. Dizem que nessa Copa quem me bancou mesmo foi o Zico, né? Que era coordenador, né? O Zagallo queria levar o Juninho paulista. Sim. Né? E a gente sempre estava andando, eu andava sempre o Rivaldo, o César Sampaio e o Edmundo. Sempre tinha folga, a gente estava junto. E a gente, entre nós, a gente já sabia que o Leonardo, cedo ou tarde, ia entrar no time. Sim. Giovanni sent qu'il va être la victime de Zagallo. Et il sera effectivement sa victime. Selon lui et ses partisans dans le groupe, Leonardo va jouer parce qu'il est le chouchou du coach, mais pas un meilleur joueur que lui. Il était proche des coachs et pleurait sur l'épaule de Zagallo quand les mauvais garçons de l'équipe avaient fait la blague de la boule à zéro pendant la Coupe des Confédérations. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Il jouait les VRP à l'entraînement et traduisait l'anglais, le français et même le japonais à Zagallo. Pas Giovanni. Son seul mérite est d'avoir prouvé à Barcelone qu'il est une star. Ça, c'est la version des partisans de Giovanni et de la presse catalane. La version de Zagallo est un peu différente. Il reconnaissait que Giovanni était un très bon joueur, il avait plein de qualités, sa taille était un atout dans une équipe plutôt moyenne en taille. Mais Giovanni n'avait pas la conduite de balle de Juninho Paulista. Il aimait les crochets longs et son travail défensif laissait à désirer. C'était plus un buteur qu'un créateur. Le 29 mai dans l'après-midi à Ozoir-la-Ferrière, contre le Racing de Paris,
dans un match amical, il était déjà en difficulté. Contre Bilbao le 31 mai, sa prestation ne restera pas dans les mémoires, même s'il est à l'origine du but de Rivaldo. Le 1er juin, repos pour tous, et le lendemain, mise en place tactique et travail sur coup de pied arrêté avant le match contre Andorre. Le 3 juin, à 17h30, le Brésil va gagner 3-0 contre Andorre. Mais si les milieux offensifs ont marqué, ils n'ont pas donné les garanties qu'attendent le staff brésilien, à savoir servir les attaquants, tenir le ballon et assurer les tâches défensives. Dans le pressing du Barça, Rivaldo et Giovanni peuvent faire illusion, mais dans le dispositif de Zagallo, ils laissent beaucoup trop d'espace. Zagallo a demandé à Giovanni de jouer plus librement en deuxième mi-temps, et ce qui lui a plutôt bien réussi. En clair, le problème est ici. Zagallo a donné à Rivaldo une liberté totale et a demandé à Giovanni d'assurer les tâches défensives, ce qui limitait son apport offensif et ce qui n'était pas du tout sa force. Pour un joueur de son profil, c'était impossible. Très vite, la presse, en particulier El Mundo Deportivo, le média catalan, va pointer du doigt l'utilisation de Giovanni par Zagallo et va très vite théoriser sa mise à l'écart de l'équipe. D'autant plus qu'ils estiment que Leonardo a plus de liberté que Giovanni quand il joue. Pour eux, je cite, Giovanni est la preuve que le tandem Zico-Zagallo ne fonctionne pas. Pour rappel, Zico faisait partie du staff technique qui comprenait Zagallo qui dirigeait les entraînements, Zico qui donnait son avis mais avait plus de recul par rapport au terrain, il était souvent en tribune lors des séances et descendait selon le besoin sur le terrain. Il y avait aussi 2 préparateurs physiques, Paulo Pouchas et Mercos Mom, et un entraîneur des gardiens, Romalio Vendel. Ces 5 personnes représentaient le staff technique. Et ce staff va maintenir sa confiance en Giovanni lors du premier match de la Coupe du Monde contre l'Écosse. Il livrera un match catastrophique. Chargé de marquer Paul Lambert, il est à la fois trop loin de lui au marquage, donc à la traîne quand celui-ci a le ballon, et en retard en attaque parce qu'il n'a plus assez d'énergie pour monter rapidement et redescendre rapidement. Résultat, des ratés dans les prises de balles, dans les passes, des choix douteux, c'était le pire joueur sur le terrain. Sur les 18 séances brésiliennes depuis le début du rassemblement, 10 exercices concernaient le travail des coups de pied arrêtés. Ça peut vous faire sourire en sachant l'issue du tournoi, on y reviendra, mais les Brésiliens travaillaient beaucoup ces phases. C'est donc pas une surprise si le Brésil a ouvert le score par César Sampaio sur un corner de Bebeto. Collins a égalisé sur penalty, suite à une faute supposée de César Sampaio que je cherche encore.
Un partout à la pause, et le Brésil arrive à se montrer dangereux que lorsque Ronaldo arrive à avoir le ballon dans les pieds en attaque, ce qui arrivera très peu dans ce match. Remplacé à la mi-temps par Leonardo, Giovanni ne rejouera plus du mondial. Alors forcément, ce Brésil peine à renforcer son statut de favori et interroge en ce début de tournoi. L'auteur de cette faute est Saïd Chiba, et c'est pas la première fois qu'il affronte Ronaldo. Il l'avait croisé ici, sur ce terrain environ 2 ans avant. Est-ce que vous reconnaissez ce terrain? Il s'agit du stade de Compostelle, qui n'est plus dans l'élite aujourd'hui, mais qui était en Liga dans les années 90. Quand on voit ce terrain, cette image, quand on voit ce but de Romario, on ne peut penser qu'à une seule chose. C'est l'action mythique de Ronaldo qui a immortalisé cet endroit. Eh bien, celui qui lui tire le maillot ici, c'est le Marocain Saïd Chiba.